Il existe des endroits sur la planète où le corps humain commence à mourir simplement parce qu'il s'y trouve. La zone de la mort, au-dessus de 8000 mètres d'altitude, est l'un de ces endroits. Et pourtant, les gens y retournent encore et encore, surmontant la peur, la douleur, le bon sens. Pourquoi ? Qu'est-ce qui motive une personne qui paie des dizaines de milliers de dollars pour une chance de mourir dans la file d'attente menant au sommet du monde ? Quand on parle de catastrophe en montagne, c'est cette montagne qui vient la première à l'esprit. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'Everest n'est pas du tout le leader en termes de mortalité parmi les 8000. Par exemple, sur l'Annapurna, le taux de mortalité est bien plus élevé. Jusqu'en 2023, l'année 2014 était considérée comme la plus tragique sur l'Everest. 17 alpinistes y avaient alors perdu la vie. En moyenne, au cours des 50 dernières années, la montagne emporte environ 5 vies par saison. Mais 2023 a battu tous les anti-records. Les statistiques ont presque quadruplé. 18 personnes. Quelle a été la cause d'une telle augmentation de la mortalité ? Essayons de le comprendre à travers des exemples concrets. Peter Sword travaillait comme anesthésiste en Afrique du Sud. Les montagnes l'attiraient depuis sa jeunesse, mais il avait choisi une autre voie. Il a terminé ses études de médecine, a bâti une carrière, a fondé une famille et est devenu père de 2 enfants. Sa vie semblait toute tracée. Mais son rêve de jeunesse ne le quittait pas. Ce rêve qui sommeille parfois pendant des années, mais ne meurt jamais. Il attend simplement son heure. À un âge mûr, Peter a décidé de revenir à l'alpinisme. 1 an d'entraînement intensif, montée des escaliers avec un sac à dos, exercice de respiration, randonnée en montagne le week-end. Et, en 2019, à 59 ans, il gravit le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, 6190 mètres. C'était sa première ascension sérieuse après une longue interruption. À cette altitude, le froid vous transperce même à travers 3 couches de sous-vêtements thermiques. Le vent vous coupe le souffle. Chaque pas sur la pente enneigée est une résistance, comme si vous traîniez un poids invisible. À la fin de la journée, les muscles des jambes sont si endoloris que l'on ressent cette tension même en étant allongé. Mais Peter a réussi. Le succès donne des ailes et le regard du docteur se tourne vers un objectif de longue date, l'Everest. Pour organiser une telle ascension, sa propre expérience n'est manifestement pas suffisante. Peter choisit Madison Mountaineering, l'une des principales entreprises spécialisées dans les expéditions commerciales. L'itinéraire est le classique du versant sud-est, par le Népal. Le programme d'acclimatation est bien conçu. Ascension à des altitudes spécifiques, descente pour l'adaptation, puis nouvelles ascensions. 3 semaines. Tout se déroule comme prévu. Sur les réseaux sociaux de Peter apparaissent des photos de la cascade de glace du Khumbu. C'était le 28 avril. Sur la photo, il porte une veste rouge vif, des lunettes, il sourit. Derrière lui, des murs de glace turquoise, des crevasses, des échelles en aluminium jetées par-dessus les failles. Le 16 mai, il publie sa dernière photo du même endroit avec la légende « Excellente journée pour grimper ». Au début, tout se passe pour le mieux. L'équipe atteint sans problème le camp 4, à 8000 mètres d'altitude. C'est le dernier campement avant l'assaut du sommet. Le camp est une multitude de tentes colorées sur une pente enneigée. C'est ici que commence la fameuse zone de la mort, où l'organisme, peu importe votre niveau d'entraînement, déclenche des processus de destruction irréversibles en raison du manque d'oxygène. Le cœur bat plus vite, la tête tourne, les pensées s'embrouillent. Depuis le camp 4, le groupe se met en route vers le sommet. Cela se fait généralement de nuit. Départ vers minuit, pour passer les sections les plus dangereuses avant l'aube et être au sommet pour le déjeuner. La progression se fait dans l'obscurité, avec seulement la lumière des lampes frontales devant et derrière. Une chaîne de lumière rampant sur la pente. Mais déjà à l'approche de la zone de la mort, après avoir franchi la barre des 8000 mètres, Peter développe une toux sèche et rauque. D'abord rare, puis plus fréquente. C'est l'un des symptômes du mal des montagnes, ce qu'on appelle la toux d'altitude. Les poumons tentent de compenser le manque d'oxygène, ce qui irrite les voies respiratoires.
À 8000 mètres d'altitude, l'air ne contient qu'un tiers de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Chaque inspiration est incomplète, insatisfaisante. L'organisme suffoque. La toux s'intensifie, ce que remarquent les autres membres du groupe. D'abord l'un des Sherpas, puis le guide. On propose à Peter de faire demi-tour. Il lève les yeux. Le sommet est quelque part là-haut, dans l'obscurité. Encore quelques heures d'ascension. Il s'y est préparé pendant 1 an. Non, plus que ça. Toute sa vie, pour être honnête. Mais la toux ne cesse pas. Sa poitrine le brûle de l'intérieur. Peter accepte et se prépare à descendre vers le 2e camp de base. Conscients de la gravité de la situation, les Sherpas tentent de faire descendre Peter le plus rapidement possible, pour autant que cela soit possible sur l'Everest, où chaque pas demande des efforts surhumains. Un Sherpa marche devant, ouvrant la voie. Le second est derrière pour l'assurer. Peter est entre eux, s'agrippant à la corde. Ses mains gantées glissent sur le cordon de nylon. La descente en altitude est une épreuve à part entière. Les jambes flageolent, la coordination est altérée. Il faut penser à chaque mouvement, et penser est difficile. Le cerveau fonctionne en mode économie. Avec d'énormes difficultés, l'alpiniste atteint le camp 4. Là, son état s'aggrave considérablement. La toux s'est transformée en râle. Sa respiration est superficielle, saccadée. Ses lèvres pleuissent. Ce n'est plus une simple toux d'altitude, c'est le début d'un œdème pulmonaire. Du liquide s'accumule dans les poumons. La personne se noie littéralement de l'intérieur. L'évacuation vers le camp 3, situé à 7300 mètres, commence. Chaque 100 mètres de descente, c'est plus d'oxygène, plus de chance. Mais pendant la descente, l'homme s'effondre. Il s'affaisse simplement sur la pente. On essaie de le relever. Il ne réagit pas. Le pouls a disparu. Le cœur s'est arrêté. Peter Sword meurt sur les pentes de l'Everest à l'âge de 63 ans. La cause, un mal aigu des montagnes ayant provoqué un œdème pulmonaire. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Cette tragédie, si l'on y regarde de plus près, a plusieurs causes. Premièrement, il est évident que Peter n'était pas prêt pour une telle ascension. Oui, il avait de l'expérience en alpinisme, mais son palmarès ne comptait même pas de 7000. Le Denali, c'est bien, mais c'est un tout autre niveau d'effort et une autre altitude. De plus, 63 ans, ce n'est plus l'âge idéal, surtout si vous n'êtes pas un Messner, une légende mondiale de l'alpinisme avec décennies d'expérience. Il s'est donc entièrement reposé sur des guides commerciaux. Et c'est là que la question se pose. Ont-ils fait leur travail correctement? Ils ont certainement entendu cette toux d'altitude chez Peter. Peut-être même la veille du départ pour le sommet, encore au camp 4. À une telle altitude, la toux est un drapeau rouge, un signal d'alarme. Tout guide expérimenté le sait. Si ça commence, il faut descendre immédiatement. Pas un « on verra bien », mais une descente immédiate. Pourtant, ils l'ont laissé partir vers le sommet. Si la descente avait commencé plus tôt, si les médecins avaient prêté attention aux symptômes à temps et avaient décidé de faire descendre l'alpiniste sans délai, sans attendre que son état s'aggrave, il serait probablement resté en vie. Chaque heure de retard à 8000 mètres joue contre vous. Une autre histoire triste de cette année est celle de Jason Nason. Son cas est radicalement différent du précédent. Contrairement à Peter, Jason n'a jamais rêvé de montagne et n'a jamais cherché à faire des ascensions. Un gars ordinaire d'une petite ville américaine. Un travail, des amis, des projets d'avenir. Mais en 2006, à l'âge de 23 ans, il a eu un grave accident de camion. Le véhicule qu'il conduisait est entré en collision avec un autre camion à grande vitesse. L'impact, le bruit du métal froissé, les éclats de verre. Jason a survécu, mais avec de multiples fractures et surtout une très grave blessure à la colonne vertébrale. Les médecins étaient formels. Il ne pourrait plus jamais marcher. Lésion de la moelle épinière. Un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Comme cela arrive parfois dans de telles situations, Jason a décidé de ne pas accepter le verdict des médecins.
il s'est lancé dans la rééducation avec une ténacité incroyable. La douleur qu'il endurait chaque jour dépassait l'imagination. D'abord des exercices simples, essayer de bouger les orteils, puis des tentatives pour se lever avec l'aide de physiothérapeutes, des chutes, de nouvelles tentatives. Et bientôt, il ne s'est pas contenté de se remettre sur pied. Il a commencé à obtenir des résultats sportifs impressionnants. Course à pied, vélo, triathlon. L'histoire de sa guérison miraculeuse a été relayée par les médias. Des interviews à la télévision, des articles dans les magazines. Dans ces interviews, Jason disait que la blessure l'avait changé psychologiquement. Désormais, il croyait que rien n'était impossible. S'il avait pu se relever après ça, alors il pouvait tout faire. Et il part pour l'Everest, pour prouver au monde et à lui-même que même après les coups les plus durs du destin, on peut se reconstruire. De plus, il poursuivait un but caritatif, attirer l'attention sur les problèmes des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Il voulait montrer que la vie ne s'arrête pas après une telle blessure. Naturellement, les médecins ont déconseillé à Jason de se lancer dans cette aventure. La colonne vertébrale, même rétablie, reste un point faible. Les efforts en altitude pourraient provoquer de nouveaux problèmes. Mais ils semblaient ne plus faire confiance à leurs pronostics. Après tout, il s'était déjà trompé une fois en disant qu'il ne marcherait plus. La préparation a été minutieuse. Jason a suivi une bonne acclimatation, plusieurs semaines de montée et de descente, d'habituation à l'air raréfié. L'organisme s'est progressivement adapté. Le nombre de globules rouges a augmenté, le cœur s'est habitué à travailler en régime intensif. Lorsque la fenêtre météorologique s'est ouverte fin mai, une courte période de temps relativement calme entre les tempêtes, il était prêt pour l'assaut. Il a même filmé une vidéo entre le 2e et le 3e camp d'altitude. Sur la vidéo, il sourit, dit quelque chose sur le caractère incroyable de l'expérience, sur les paysages. Le 19 mai, Jason atteint avec succès le sommet du monde. Il se tient sur le point le plus haut de la planète, 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans son téléphone, il y a des photos où il sourit au sommet de l'Everest, tenant un drapeau, les bras écartés. L'euphorie, il l'a fait. Mais l'ascension du sommet n'est que la moitié du chemin. La plupart des gens l'ignorent, la majorité des tragédies se produisent à la descente. L'organisme a tout donné à la montée. L'adrénaline est retombée, l'euphorie de l'accomplissement émousse la vigilance. Et il faut descendre vite, car chaque minute dans la zone de la mort vous tue. En commençant la descente, le groupe a remarqué que Jason avait des propos incohérents. Les mots s'empâtaient, les phrases étaient confuses. Confusion mentale, comportement étrange. Il s'arrêtait pour regarder dans le vide, puis essayer de quitter l'itinéraire. Il semblait avoir des hallucinations. En altitude, les gens voient parfois des silhouettes, entendent des voix, parlent à des parents décédés. Ce sont aussi des symptômes du mal des montagnes, mais il ne s'agissait plus d'un œdème pulmonaire, mais d'un œdème cérébral, causé par le manque d'oxygène. Le cerveau gonfle à l'intérieur du crâne, exerçant une pression sur ses parois. La coordination, la perception, la logique sont altérées. Jason était accompagné de 2 Sherpas. Des gars robustes des villages de montagne, pour qui l'Everest est un travail, un moyen de gagner en une saison plus qu'en un an dans la vallée. Leur bouteille d'oxygène commençait à se vider. L'aiguille rouge du manomètre rampait vers le zéro. On ne sait pas s'il s'agissait d'une erreur de planification, ils avaient pris peu de bouteilles dès le départ pour alléger le poids, ou si le rythme était si lent à cause de l'état de Jason que les réserves n'ont pas suffi. Chaque bouteille pèse plusieurs kilogrammes. Au sol, ce n'est pas grand-chose, mais à 8000 mètres, chaque gramme supplémentaire se fait sentir. Quoi qu'il en soit, dans un état assez grave, Jason descend jusqu'à un point appelé le balcon, à 8400 mètres d'altitude. C'est une petite plateforme sur la pente où les alpinistes s'arrêtent parfois pour se reposer. De là, la vue s'étend sur tout le Népal. Les nuages en contrebas, les crêtes montagneuses s'étirant jusqu'à l'horizon. Selon les Sherpas, Jason se comportait là de manière totalement inadéquate. Il refusait d'avancer, disait qu'il était fatigué, qu'il voulait dormir.
À cette altitude, dormir équivaut à mourir. On s'endort pour ne jamais se réveiller. Il distinguait mal la réalité, regardait à travers les gens. Les Sherpas prennent une décision. Redescendre au camp 4, y prendre des bouteilles d'oxygène et revenir chercher le grimpeur en difficulté. La logique est simple, sans oxygène, il n'y a aucune chance de le sauver. Avec de l'oxygène, peut-être pourront-ils le ramener à la raison et le conduire jusqu'au camp. Un Sherpa reste avec Jason, le second descend. Mais lorsqu'il attend le camp, le temps change brusquement. Sur l'Everest, cela se produit en quelques minutes. Il y a un instant, c'était relativement calme, et soudain, un vent violent se lève, des rafales jusqu'à 100 km/h, qui arrachent les gens des pentes. Une chute de neige commence. La visibilité tombe à quelques mètres. Un mur blanc. Retourner auprès de Jason signifie désormais mettre leur propre vie en danger. Par un temps pareil, on peut se perdre, tomber, mourir de froid. Le premier Sherpa, resté en haut, descend également, comprenant qu'il est insensé et mortellement dangereux de rester plus longtemps. Les Sherpas décident de ne pas remonter. C'est une décision difficile. Personne ne veut laisser un homme mourir. Mais le choix est le suivant, soit mourir tous les trois, soit que 2 survivent. Le corps de Jason Nason reste là, à 8400 mètres d'altitude, comme un rappel pour tous ceux qui progressent vers le sommet. Quelques jours plus tard, d'autres alpinistes le remarqueront. Quelqu'un essaiera de vérifier son pouls, sans espoir. Quelqu'un prendra une photo pour communiquer plus tard les coordonnées à sa famille. La plupart passeront simplement leur chemin. Sur l'Everest, il y a plus de 200 corps comme celui-ci. Ils gisent le long des itinéraires, gelés dans la glace, devenus partie intégrante du paysage. Sa mère dira plus tard, « Quoi qu'il ait voulu accomplir, quoi qu'il ait voulu faire, il se donnait toujours à 110%. Il y allait et il le faisait. Et dans 9 cas sur 10, il réussissait. Apparemment, c'était ce 10e cas qui n'a pas fonctionné. » Ce ne sont que 2 histoires parmi les 18 incidents survenus en 2023. 18 personnes différentes, 18 histoires différentes. Certains étaient des professionnels, d'autres des débutants. Certains poursuivaient un rêve, d'autres cherchaient une preuve à se donner à eux-mêmes. Une seule chose les unit, aucun n'est revenu. Une telle mortalité est directement liée au nombre énorme d'ascensions. Au cours de son existence, l'alpinisme a connu une transformation radicale. Au XIXe siècle, c'était le passe-temps d'une aristocratie excentrique qui, coiffée de chapeaux à plumes, prenait d'assaut les sommets alpins. Des gentlemen explorateurs qui pouvaient se permettre de voyager pendant des mois, d'engager des porteurs, d'acheter le meilleur équipement. L'ascension était un acte de curiosité scientifique et de courage personnel. Le XXe siècle est devenu l'ère de la course sportive, où les alpinistes ouvraient de nouvelles voies. Qui serait le premier à gravir la face nord? Qui réaliserait la première ascension sans oxygène? Qui grimperait en solo? C'était un jeu honnête, vous, la montagne et vos compétences. Aucune garantie. Et au tournant du siècle, l'alpinisme commercial a commencé à se développer de manière fulgurante. Des guides professionnels, et moins professionnels, proposent à des gens éloignés des montagnes de les emmener sur pratiquement n'importe quel sommet du monde. Payés et en avant. Des entreprises entières se sont spécialisées dans ce domaine. Des sites web avec des listes de prix. L'Everest, 65 000 $. Inclus, transfert, nourriture au camp de base, tente, bouteilles d'oxygène, service des Sherpas. Il ne faut pas affirmer que l'alpinisme commercial est une mauvaise chose en soi. Un grand nombre de personnes sont montées et descendues de l'Everest avec succès au sein de ces groupes commerciaux. Pour beaucoup, c'est la réalisation du rêve de toute une vie. Et s'ils sont prêts physiquement et psychologiquement, s'ils comprennent les risques, pourquoi pas? Mais cela a donné l'impression que l'Everest n'est plus une montagne mortellement dangereuse, mais une sorte de case à cocher dans une biographie, que toute personne disposant de moyens suffisants peut s'offrir. Liste de choses à faire, acheter une maison, avoir des enfants, gravir l'Everest, cocher la case, passer à autre chose. Et l'un des principaux problèmes de l'Everest réside dans sa popularité.
Il y a constamment un nombre extrêmement élevé de personnes sur la montagne. Imaginez un sentier étroit sur une crête enneigée, un précipice de chaque côté, une largeur d'1 mètre à 1,5 mètre. Et sur ce sentier, des dizaines de personnes se déplacent dans les deux sens. Certains montent, d'autres descendent. Il faut attendre dans le froid et le vent à 8000 mètres d'altitude, où chaque minute de retard vous épuise. Près du sommet, de véritables embouteillages d'alpinistes et de Sherpas se forment, qui hissent littéralement leurs clients commerciaux jusqu'en haut. La file d'attente peut s'étirer sur plusieurs heures. Les gens attendent, gèlent, consomment l'oxygène de leurs bouteilles. Et tout le monde n'est pas capable de tenir jusqu'au bout dans une telle file. Certains perdent connaissance en plein milieu de la foule, d'autres s'affaissent simplement sur la pente, épuisés. La forte mortalité sur l'Everest en 2023 est directement liée au nombre de permis délivrés par le gouvernement népalais. Si vous ne le saviez pas, on ne peut pas simplement arriver au pied de l'Everest et grimper au sommet. Il faut un permis du gouvernement népalais qui coûte une fortune, des dizaines de milliers de dollars. De plus, le nombre de ces permis est limité, en théorie. Ainsi, en 2023, le Népal a délivré un nombre record de permis dans toute l'histoire, 479, près de 500 permis. Et si l'on considère qu'il y a en moyenne un porteur et demi par grimpeur, ceux qui transportent l'équipement, les bouteilles, les tentes, cela fait environ 1 millier de personnes sur une seule montagne. Une foule incroyable. Essayez d'imaginer 1 millier de personnes grimpant sur les mêmes itinéraires pendant 2 à 3 semaines. Il est surprenant qu'ils ne soient pas tous morts dans ces files d'attente. Et il n'est pas nécessaire d'être un visionnaire pour comprendre que cela réjouit beaucoup les autorités népalaises. Une part considérable de l'économie du pays repose sur le tourisme. Ils délivrent des permis d'ascension extrêmement chers. Une grande partie de la population est au service des alpinistes, cuisiniers, porteurs, guides, qui prennent également des sommes considérables. Sans compter les devises que les alpinistes et les touristes laissent dans les villes, pour les hôtels, les taxis, les vendeurs de rue, les restaurants. Pour un pays où le salaire moyen est de quelques centaines de dollars par mois, le business de l'alpinisme est une mine d'or. C'est pourquoi le nombre de permis augmente chaque année. L'économie l'exige. On pourrait objecter, qu'y a-t-il de mal à ce que l'alpinisme devienne de plus en plus populaire? Laissons plus de gens réaliser leurs rêves. Mais il y a plusieurs problèmes sérieux. 1000 à 1500 personnes sur la montagne, qui y passent plusieurs mois par saison, créent une quantité incroyable de déchets. Des bouteilles d'oxygène vides, chacune pèse plusieurs kilogrammes. Des emballages de nourriture, du matériel cassé. Des tentes déchirées par le vent. Des déchets humains. Il est pratiquement impossible de redescendre tout cela d'une telle altitude. Pas assez de force, pas assez de porteurs. Ce n'est que ces dernières années que l'on essaie d'obliger les touristes à emporter leurs déchets. Une règle a été introduite. Chaque grimpeur doit redescendre 8 kg de déchets. Mais tout le monde ne le fait pas et tous les déchets ne quittent pas les pentes de l'Everest. Une partie est simplement jetée dans des crevasses. Une autre est laissée dans les camps d'altitude. Les suivants s'en chargeront. Il existe bien sûr des programmes de nettoyage des montagnes, menés par exemple par l'armée népalaise. Des expéditions spéciales qui montent et collectent des tonnes de déchets. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. L'Everest reste encore une immense décharge. Sur certaines sections des pentes, on peut voir des dizaines de bouteilles vides, des morceaux de tentes, des cordes déchirées. De plus, cette année, un Sherpa est mort pendant une campagne de descente des déchets. Il portait un lourd sac poubelle et a chuté à la descente. Fondamentalement, les statistiques sont parfaitement logiques. Plus il y a d'ascension, plus le pourcentage de ceux qui ne reviennent pas est élevé. C'est mathématique. Si 100 personnes grimpent et qu'une seule meurt, cela fait 1%. Si 1000 personnes grimpent et que 10 meurent, c'est le même pourcentage. Mais le nombre absolu de victimes augmente. Mais dans la moitié des cas, ce sont les entreprises commerciales qui sont à blâmer. Elles attirent des personnes peu familières avec la montagne, avec une expérience minimale et absolument pas prêtes à de telles ascensions. Les sites publicitaires regorgent de photos de personnes souriantes au sommet.
Réalisez votre rêve, conquérez l'Everest avec nous, nous rendrons cela possible. Ils promettent à leurs clients un service et une conquête réussie du sommet. Et peut-être qu'ils fournissent effectivement le service. Au camp de base, il y a des repas chauds, une douche, Internet, un Sherpa personnel qui porte votre sac à dos, un guide expérimenté qui connaît l'itinéraire. Mais lorsque des situations graves se présentent, et elles se produisent constamment sur l'Everest, la personne non préparée et, dans une certaine mesure naïve, est traitée comme un alpiniste professionnel qui évalue lui-même les risques et est responsable de lui-même. Dans les contrats que les clients signent, il y a généralement une clause. L'entreprise n'est pas responsable de la vie et de la santé des participants au-dessus du camp de base. Vous y allez à vos risques et périls. Le guide vous donnera des conseils, mais c'est vous qui prenez les décisions. En fin de compte, nous voyons de plus en plus de situations où les Sherpas redescendent tandis que les alpinistes commerciaux restent mourir dans les montagnes. Agissent-ils correctement? Oui et non. Le principe de minimisation des victimes s'applique certainement. Pour ne pas que 2 sauveteurs meurent en sauvant une victime, il faut laisser la personne sur la montagne. C'est une décision difficile, mais rationnelle. Les Sherpas sont aussi des êtres humains. Ils ont des familles dans les vallées, des enfants à nourrir. Ils ne sont pas obligés de mourir pour le rêve de quelqu'un d'autre. D'un autre côté, ce sont des professionnels. Ils sont engagés précisément pour pouvoir aider en situation de crise. Et quand ils partent, laissant un client seul, c'est amer. Mais la question se pose à nouveau. Qui les autorise à entreprendre de telles ascensions dans cet état? Qui ignore les symptômes du mal des montagnes? Qui dit « essayons, peut-être que ça passera », alors que tous les signes indiquent qu'il faut descendre, maintenant, immédiatement? Souvent, il arrive que l'alpiniste commercial fasse confiance au guide, certain de leur professionnalisme. Il a payé, s'est préparé, a reçu tout l'équipement nécessaire. On lui dit « tout ira bien, nous savons ce que nous faisons ». Et il y croit. Et dans une situation critique, on lui dit simplement « chacun pour soi ». Et le voilà, à 8400 mètres, seul, avec un niveau d'oxygène critique, avec un cerveau qui se déconnecte par manque d'oxygène. Et il comprend qu'il n'y aura pas de secours. Peut-être que le problème est que l'alpinisme commercial crée une illusion de sécurité. Les gens pensent, puisque c'est un business, tout est sous contrôle. Puisque des centaines de personnes grimpent chaque année, ce n'est pas si dangereux. Mais l'Everest n'est pas devenu plus sûr parce que des foules ont commencé à s'y rendre. La zone de la mort est restée la zone de la mort. L'œdème pulmonaire ne demande pas combien vous avez payé pour l'ascension. La météo n'épargne pas ceux qui sont venus avec un guide. La montagne reste la montagne, indifférente, froide, impitoyable.